Le marché du Forex. Dans cette première partie de la formation, on va d'abord aborder le sujet du Forex. Avant d'investir dans un marché, il me semble nécessaire de savoir dans quoi on met les pieds. C'est une partie que beaucoup de formateurs négligent, même si elle n'est pas essentielle pour bien aborder le marché du Forex, mais cependant elle nous permettra d'augmenter notre culture des marchés financiers et ce n'est pas une étape obligatoire, mais j'ai quand même décidé de la faire pour votre culture d'investisseur. Donc tout d'abord, le Forex, qu'est-ce que c'est? Le Forex, c'est la contraction du terme anglo-saxon Forex Exchange, qui signifie marché d'échange ou plus précisément marché des devises étrangères. Donc le Forex, quelle est son histoire? Donc tout d'abord, le marché est créé à l'origine dans un but concret. Le Forex ayant également son utilité ne déroge bien sûr pas à cette règle. Quand vous possédez une somme d'argent dans une monnaie donnée, le Forex vous permet de la convertir dans une somme équivalente à une autre monnaie. On ne va pas parler depuis le commencement avec le troc jusqu'à l'apparition des billets, mais on va se pencher sur l'histoire du Forex depuis notre époque qui n'est finalement pas si lointaine. Donc on va se projeter après la Seconde Guerre mondiale. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pays ont été détruits et que les économies mondiales sont au plus mal. Et c'est pour cette raison qu'en juillet 1944, au New Hampshire, aux États-Unis, se sont réunis 44 pays pour instaurer les accords de Bretton Woods. Mais concrètement, à quoi cela sert? Donc les accords de Bretton Woods. Donc les accords de Bretton Woods, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme je te l'ai dit, il y a 44 pays qui se sont réunis pour mettre un point et un accord monétaire entre eux qui sera capable de soutenir et de reconstruire l'après-guerre. Le but étant d'éviter de reproduire les erreurs du passé qui n'ont apporté que des crises, des dictatures, des guerres et des contestations de la part des peuples. Donc, pour relancer le processus et soutenir les économies affaiblies, deux organismes ont été créés. Donc le FMI, le Fonds monétaire international, et le BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, couramment surnommée la Banque mondiale. En ce qui concerne la monnaie, les accords résultent de l'abandon de l'étalon d'or au profit d'un système nommé Gold Exchange Standard. Ce nouveau système impose donc aux différentes monnaies d'être toutes indexées sur le dollar américain, qui sera lui-même indexé sur l'or au cours fixe de 35 dollars américains pour 1 once d'or. Ce qui oblige certaines banques qui doivent maintenant se constituer de devises et non plus d'or. En contrepartie, les États-Unis garantissent une contrepartie de chaque dollar en circulation avec leur propre réserve d'or. Les devises des pays ne sont plus indexées du coup sur l'or, mais elles le sont de manière indépendante. Les décisions politiques monétaires de chaque pays en deviennent donc très limitées et cela amène une stabilité des cours. Donc les conséquences et la fin de Bretton Woods. Donc les accords servent notamment à maintenir une économie stable et prospère afin de garantir la paix et de maintenir une économie prospère et stable, ce qui était en fait finalement voulu avec les accords. Donc la première conséquence, elle a été qu'il était impossible de spéculer sur la monnaie car seules d'infimes variations, 1% étaient tolérées. Donc autant vous dire que pour faire du trading sur ce genre de variation, ça devait pas être top. Donc aussi le fait de vouloir instaurer une parité fixe entre les monnaies dont les zones d'activité économique évoluent à des vitesses différentes amène tôt ou tard des situations intenables pour les États. C'est donc naturellement qu'à la suite des accords, une poussée inflationniste non négligeable
ainsi qu'une production et une consommation croissante d'après-guerre obligent les États-Unis à imprimer de plus en plus de billets verts et ont de plus en plus de mal à tenir leurs obligations initiales d'échanger 35 de leurs dollars contre un once d'or. Donc ainsi, certains pays sont obligés de dévaluer leur monnaie auprès du FMI, ce qui apporte de plus en plus de pays dissidents, dont en tête la France et la Grande-Bretagne, qui exigent de rendre leur totalité de dollars en leur équivalent en or si aucune modification n'est apportée. Et ce qui finalement oblige 30 ans plus tard les États-Unis, le 15 août 1971, à suspendre la convertibilité à taux fixe du dollar en or. Ainsi, toutes les monnaies redeviennent flottantes. Dès lors, la spéculation reprend puisque le rapport offre-demande a régi désormais le niveau de cotation d'une monnaie face à une autre. Donc ça, c'était le Forex d'après-guerre. Donc maintenant, le Forex de notre jour. Donc le marché que nous connaissons aujourd'hui, il existe en fait, comme je te l'ai dit, depuis les accords de Bretton Woods. Et cela fait maintenant près d'un demi-siècle qu'il se développe. Donc le marché d'échange moderne aujourd'hui repose sur des transactions effectuées directement entre les banques à travers le monde. Ce n'est donc pas un marché qui est centralisé en un lieu unique. Personne n'est donc propriétaire du Forex. Et c'est pour ça que les volumes sur le Forex ne sont pas très importants parce que comme ce n'est pas un marché qui est centralisé, on ne peut pas centraliser les volumes. Donc le Forex, il a tout d'abord été en fait le terrain de prédilection des traders institutionnels qu'on appelait gambistes, qui communiquaient essentiellement par téléphone, télétexte, mais surtout par moyen rapide de réseaux électroniques. Il faut que tu saches que le marché du Forex, c'est le plus grand marché au monde accessible aux particuliers avec un échange moyen quotidien de 5000 milliards de dollars par jour, ce qui en fait le marché avec le plus de volume échangé et une grande liquidité. Chaque jour, le montant qui passe de main en main sur le marché d'échange est considérable, ce qui fait que le marché du Forex est bel et bien aujourd'hui the place to be. Aujourd'hui, avec la simple ouverture d'un compte chez un courrier, vous donnez accès au Forex, ce qui permet à des traders dits retail, donc des traders comme nous, de ramasser finalement les petites miettes de ce banquet à 5000 milliards de dollars. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour expliquer justement la multiplication du marché du Forex par 5 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout d'abord eu le phénomène numéro 1, la globalisation. En effet, tu n'es pas sans le savoir que tous les échanges internationaux depuis la fin des années 50, ça se traduit de plus en plus par des échanges entre exportateurs et importateurs, ce qui signifie finalement une augmentation des échanges de devises entre plusieurs pays. La financiarisation et le décloisonnement des marchés financiers depuis la fin des années 80 permet donc aux gros capitaux d'aller toujours plus loin, ce qui implique donc de plus en plus de transferts entre les différentes devises. Il y a bien sûr l'inflation avec le déversement ininterrompu depuis les années 2000 d'une liquidité sur le marché afin de soutenir notre train de vie économique, augmentant ainsi la masse monétaire en circulation à travers le monde, ce qui aggrave également les crises économiques qu'on a déjà subies. On va refaire un petit point sur certaines des crises économiques. Donc il y a eu la crise économique en Argentine entre 1998 et 2002, dont certaines conséquences affectent le pays encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va revenir sur la crise la plus connue, la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, elle a été en fait provoquée par la titralisation des créances douteuses issues de la bulle immobilière au début des années 2000.
Ces conséquences désastreuses pour beaucoup de gens ont été la chute de l'immobilier, ce qui a fait effet boule de neige provoquant la chute de diverses grandes banques dans le monde, la plus célèbre étant Lehman Brothers. Il y a aussi plus récemment la crise de la lire turque, où la lire turque s'est changée au plus haut à 1 $ pour 7,5 lire turques. Et plus récemment, la crise économique qu'on connaît tous due au coronavirus qui a fait enregistrer au CAC 40 sa pire séance depuis son ouverture, lui faisant perdre près de 40%. Et enfin, il y a la libéralisation avec l'ouverture des marchés d'échange depuis la fin des accords de Bretton Woods. Cela a permis à beaucoup d'investisseurs d'intervenir sur le marché d'échange. Donc, pour résumer, depuis l'ère du troc, l'évolution de la monnaie elle a été bouleversée par plusieurs grands changements. Il faut rappeler que la monnaie, c'est une invention humaine qui répond à un besoin en fait ancestraux et légitime. Elle permet de maintenir l'accumulation de richesses et d'autre part la spéculation en choisissant judicieusement le moment opportun d'achat et de vente. C'est pour ça que cette formation a été créée. Mais il ne faut pas oublier que pour qu'une monnaie reste une référence utilisée par tous, elle a besoin en fait de plusieurs caractéristiques. Donc les caractéristiques doivent être qu'elles doivent être infalsifiables, ce qui lui permet d'être contrôlée et ainsi de garantir sa rareté. Elle doit également être rare ou sa création doit être limitée pour garder un certain équilibre entre valeur faciale et valeur intrinsèque. Elle doit apporter une garantie qui assure à son possesseur d'obtenir en retour son équivalent en nature. Et enfin, elle doit être fongible, ce qui lui permet à tout instant d'assurer la liquidité des transactions, quelle qu'en soit la situation. Donc après avoir abordé brièvement l'histoire du Forex depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, et avant d'aborder le sujet fonctionnement du marché, il est maintenant temps de parler en fait finalement pourquoi faire du trading peut changer votre vie. Les attentes de la plupart des gens qui se lancent dans cette activité et la réalité de celle-ci. Car on ne va pas se leurrer, le métier de trader, et j'ai bien dit que c'est un métier, est quelque chose de très complexe malgré une barrière à l'entrée qui est très réduite. Donc il ne faut surtout pas se faire de fausses idées sur ce métier. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler du Forex dans cette formation. Donc tout d'abord, il faut que tu saches que on est tous impliqués dans le Forex aujourd'hui. Donc les personnes qui ont de l'argent sur leur compte en banque pensent qu'ils ne sont investis dans aucun marché alors qu'ils font l'une des plus mauvaises décisions en investissant tout leur capital dans une seule monnaie. Donc on verra par la suite que le marché des devises bouge énormément et qu'il est plus judicieux de privilégier certaines monnaies à d'autres et qu'avoir tout son capital engagé dans une seule paire de devises n'est pas forcément la bonne chose à prendre en compte. Donc on va voir pourquoi finalement faire du trading et quelles sont les attentes des personnes qui se lancent dans ce domaine de compétences. Donc, comme je te l'ai dit, il faut que tu saches que le trading, c'est une activité qui est bien plus compliquée, ce que la plupart des personnes sur les réseaux sociaux ou autres gourous veulent bien te faire croire. Il y a plusieurs émotions qui traversent le trader, qu'il soit débutant ou expérimenté, et il est important de savoir les remarquer et les interpréter. Donc tout d'abord, on va définir ce qu'est le trading. Le trading, c'est le fait de faire du commerce et donc d'échanger quelque chose pour quelque chose d'autre. Le trading permet d'échanger beaucoup de choses telles que le pétrole, l'or, l'argent,
il est également possible de trader des parts d'entreprise, comme avec Amazon et Apple qui sont introduits en bourse bien évidemment. Et nous, en ce qui nous concerne sur le Forex, ça va être l'achat de devises. Donc ça va être le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen japonais, le dollar néo-zélandais, le dollar canadien, etc. Car comme tu le sais, hein, les monnaies elles fluctuent. Donc en tant que trader, nous, notre but, ça va être d'acheter une monnaie à un prix qui est bas et d'ensuite de la revendre à un prix qui est plus haut pour finalement pouvoir faire une plus-value ou dans le cas échéant une perte si notre analyse n'aura pas été bonne. Donc le problème avec le trading et les débutants, c'est que finalement beaucoup de nouveaux traders qui vont débuter cette activité et qui au début avec de la chance vont commencer à gagner un petit peu d'argent, ils vont avoir cette sensation en fait d'un peu d'invincibilité et finalement les gains qui vont engendrer, ils vont prendre des risques inconditionnés pour essayer de les doubler et finalement ils n'arriveront pas à être rentables sur le long terme car ils n'auront pas de gestion de money management. Et c'est à ce moment que la plupart des traders novices se placent en fait en mode autodestruction, c'est-à-dire qu'ils parviennent à accumuler des petits gains et leurs émotions vont rentrer en jeu et puis malheureusement ils vont pas tarder à rendre leurs bénéfices au marché durement acquis. Car on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui voient le trading comme l'occasion de faire ce qu'on appelle un coup. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont cette vision du trading. Alors que il faut plutôt voir le trading comme un marathon et non un sprint. Le but, c'est d'être toujours actif sur les marchés financiers dans 5 à 10 ans et non d'essayer de faire un coup de poker sur le marché et comme sur les cryptos, essayer de gagner énormément d'argent d'un coup, hein. Il ne faut pas oublier qu'un trader n'est pas un joueur de casino, mais un investisseur avec des méthodes d'entrée en position, une gestion de risque qui est calculée et ainsi qu'une gestion des émotions qui est très stricte. Et il ne faut pas se leurrer que ne pas respecter l'une de ces règles ne fera pas de vous un trader rentable et peut-être même que vous allez perdre de l'argent que vous avez durement acquis pendant peut-être plusieurs années de dur labeur. Donc il faut aussi que tu saches qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent au trading pour des raisons qui sont irrationnelles. On va pas se le cacher, hein, le trading permet de gagner de l'argent et de concevoir une certaine liberté qui est par exemple de pouvoir travailler de là où on veut, de choisir les horaires qui nous plaisent, mais il faut aussi voir que c'est une activité avec beaucoup de déconvenues. En tant qu'investisseur, on choisit en fait une voie autre que la plupart des gens, ce qui nous amène finalement pas mal de sacrifices. Déjà le fait d'investir son capital ou de passer par une propre firme telle que FTMO, MyForexFund, ce qui peut permettre à des traders qui sont méthodologiques avec un money management solide d'investir le capital d'une propre firme. Je te déconseille, si tu es nouveau sur le marché du Forex, de mettre ton argent sur une propre firme. Je te conseille d'abord d'ouvrir un compte de démonstration, de trouver une certaine rentabilité sur ce compte de démonstration avant de vouloir investir quel que soit l'euro dans le marché du Forex. Donc trouve-toi d'abord ta méthodologie et un plan de trading que tu respectes rigoureusement avec une gestion de risque très clean et ensuite tu pourras peut-être voir pour soit investir ton propre capital ou soit investir le capital d'une propre firme. Donc là je vais te parler à mes yeux, qu'est-ce qu'un bon trader? C'est une personne qui est enclin à fournir un travail acharné avec une certaine clairvoyance et qui n'a pas pour but premier finalement de faire de l'argent,
mais de spéculer correctement. Et si le trader spécule correctement, et ben l'argent finalement suivra. C'est automatique. Donc la règle d'un bon trader est de sans cesse finalement tirer le meilleur parti de soi-même et également d'affûter ses connaissances et son talent chaque jour. Un bon trader, il doit maîtriser 3 composantes essentielles pour être un trader gagnant. Tout d'abord, je t'en ai parlé, un bon money management. Je vais beaucoup te le répéter et on verra dans la suite de la formation que le money management est vraiment l'une des règles les plus importantes à mes yeux. Sans un bon money management, tu n'arriveras pas à être rentable sur les marchés financiers. Je te partagerai dans la suite de la formation ma stratégie de money management pour être rentable sur le long terme. Il faut également une bonne santé psychologique. Pourquoi une bonne santé psychologique? Car, comme je te le disais, la psychologie sur les marchés joue un rôle prépondérant et ne pas réussir à contrôler ses émotions lors d'un gain ou d'une perte latente fera que tu prendras des décisions qui sont irrationnelles, comme finalement clôturer un gain beaucoup trop tôt et laisser une position perdante, la laisser courir alors que tu devrais faire l'inverse. Clôturer une position perdante rapidement et laisser courir une position gagnante. Donc la dernière règle à suivre, c'est finalement avoir un trading logique. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de traders qui ne sont pas cohérents sur les marchés. Et ainsi, avoir un trading logique te permettra d'être un trader rentable et régulier sur le long terme, sans aucun doute. Donc vos positions prises sur le marché financier doivent être basées sur des règles de trading clairement définies et vous ne deviez pas dévier de votre règle de trading. Rappelez-vous que le trading des devises ne vous rendra pas riche rapidement. Il faut tout d'abord que vous sachiez que les chances de réussite, elles sont contre vous. Il faut être conscient de cette chose. C'est que sur les marchés financiers, vous rentrez en compétition avec les cerveaux finalement les plus brillants de la planète. Vos concurrents directs sont les traders institutionnels, les grandes banques d'affaires, et toutes ces personnes ont un seul but, et c'est de prendre votre argent. Donc les marchés financiers sont un monde de requins, avec ceux où les règles les mieux définies arriveront à sortir leur épingle du jeu. Et le trading, c'est avant tout un jeu à somme nulle. Qu'est-ce que j'entends par jeu à somme nulle? Le trading, c'est un métier où non seulement tu perds ton temps, mais également ton argent si tu ne te formes pas correctement et si tu ne respectes pas malheureusement tes règles. Mais une fois que tu auras acquis tes règles ainsi qu'un bon money management et un bon plan de trading, tu pourras progressivement commencer à gagner ce que les autres traders sans règles perdent, ce qui t'apportera une certaine satisfaction personnelle. Mais malheureusement, beaucoup de traders débutants, ils pensent que pour vivre du trading, il faut forcément un gros capital. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux. Après, tout dépend des ambitions de chacun. Mais il est plus judicieux en fait de commencer avec un compte de démonstration plutôt que de courir ouvrir un compte 200 000 euros chez une propre firme, comme je te l'ai dit. Parce que à part leur donner ton argent, finalement, t'en tireras rien de bon, hein. Car malgré la formation que je vais te fournir, il faudra que tu fournisses un travail qui est constant et acharné pour commencer à être rentable sur les marchés. C'est pour cette raison qu'avant de pouvoir espérer obtenir un capital propre firme de 200 000 euros, il est préférable de commencer à être rentable avec 500 euros. Car une fois que tu as acquis une certaine méthodologie, ton facteur R de gain, il changera. Ce que j'entends par facteur R, en fait, c'est finalement le pourcentage de gain que tu feras dans le monde du trading. Car
on va souvent parler de pourcentage ou de facteur R pour que finalement cela reste très mathématique. Et en fait, ça évite d'avoir pour un trader des billets sur le montant qu'il va gagner en euros ou en dollars, par exemple. Exemple, si tu ouvres une position et que tu gagnes 2%, eh ben, finalement, ça sera mieux que d'entendre je suis en train de gagner 400 euros sur un capital de 20 000 euros. Ça reste mathématique, ça reste 200 euros et tu ne te mets pas de biais cognitif à te dire je gagne 400 euros. Comme ça, 2%, tu te diras que c'est pas grand chose et ça va t'inciter à aller chercher ton take profit et justement à ne pas fermer prématurément ton gain qui est gagnant. Donc pour gérer facilement tes émotions, il faut que tu imagines que le marché financier sont comme des océans. Ils montent et ils baissent indépendamment de notre volonté. Le marché ne connaît pas notre existence et la seule chose que l'on peut faire finalement, c'est d'apprendre à nous contrôler. Donc, je t'ai dit que j'aimais bien donner l'exemple de la mer. Donc, on va donner l'exemple d'un marin. Le marin, il ne va pas pouvoir contrôler la mer ou l'océan, mais il va étudier tout ce qui est les courants, les configurations météorologiques pour naviguer finalement en toute sécurité et ainsi lui faire gagner en expérience. Et son expertise, elle lui permet, rien qu'en voyant l'océan ou la mer, de se dire aujourd'hui, non, je ne sors pas, je vais rester à bon port. C'est exactement pareil pour un trader. Le trader, il va analyser des graphiques, il va analyser des données financières et il va connaître le statut économique de l'actif qu'il désire trader. Et c'est en regardant cet actif qu'il va savoir s'il est préférable de rentrer ou de laisser cette opportunité de côté en laissant potentiellement attendre un retracement de celle-ci ou de tout simplement ne pas trader cette opportunité, car il ne faut pas oublier qu'un trader qui est sous l'emprise de ses émotions, il ne sera plus capable d'être concentré sur la réalité des marchés, car la lucidité et la gestion des émotions vous donneront une expertise qui fera de vous un bon trader, car vous saurez en un coup d'œil analyser si c'est une bonne opportunité et également de mettre votre ego et vos émotions de côté, car comme tu le verras par la suite, toutes les opportunités sur le marché ne sont pas bonnes à prendre et il ne faut pas oublier que finalement ne pas trader et garder son capital, c'est aussi trader. On va revenir à cette petite citation que j'apprécie beaucoup. Donc je te parle tout le temps d'avoir des ambitions qui sont cohérentes. Parce que il y a beaucoup de traders qui en fait ambitionnent de révolutionner leur vie avec le trading. Et malheureusement, si tu constates les statistiques de l'AMF, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que malheureusement 90% des particuliers vont perdre de l'argent sur les marchés financiers. Donc finalement, beaucoup d'apprentis traders arrivent sur les marchés avec énormément d'ambition, car ils ont vu tel ou tel influenceur gagner du 500 000 euros par mois grâce au trading. Mais sauf que la plupart de ces personnes, en fait, finalement, elles vont faire du copy trading. Ça veut dire qu'elles vont aller sur des sites américains, prendre les signaux de traders américains et vous demander d'ouvrir un compte de démonstration sur un broker et eux vont finalement prendre l'argent que vous avez placé sur le courtier en question, quoi. Et c'est pour ça que je veux rebondir sur ça, il ne faut pas être naïf. Il n'y a personne sur Terre qui vous fera gagner gratuitement de l'argent. Rappelez-vous que quand c'est gratuit, c'est vous le pigeon, c'est vous le client. Il n'y a rien de gratuit sur cette Terre. Et c'est pour cette raison que chaque futur trader
doit se former par soi-même pour gérer ses propres finances ou les finances d'une propre firme. Écouter les conseils de tel ou tel influenceur ne vous fera pas devenir riche, ni même ne vous fera pas gagner d'argent sur le long terme. La seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est sur vous-même et sur les connaissances que vous aurez acquises dans cette formation et les connaissances que vous allez continuer d'apprendre parce que vous êtes un trader cohérent avec des ambitions qui sont cohérentes. Et vous êtes également une personne rigoureuse. Donc, on va pas se mentir que en tant que trader retail, le but c'est bien évidemment d'essayer de dégager un revenu avec le trading. Mais il faut avant tout se concentrer sur la méthodologie, le money management et l'argent est secondaire. Car sans tous ces éléments réunis, tu ne pourras pas gagner d'argent. Il faut donc être focus sur la réussite, sur le processus et non sur le résultat. Et je voulais revenir, il vous faut un track record pour pouvoir analyser vos performances car aucun bon trader n'a pas de track record. C'est une obligation. Le track record est obligatoire pour pouvoir voir où est-ce que vous vous êtes trompé, quelles sont vos séries de pertes, pour pouvoir par la suite modifier votre risque en gestion avec votre track record. Et bien évidemment, il vous faut des confluences qui vont être cohérentes. Vous inquiétez pas, vers la fin de la formation, on reviendra sur le plan de trading, sur le track record, sur les confluences. Donc j'espère que cette petite introduction sur le marché du Forex et sur pourquoi il est intéressant de se mettre au trading sans vendre du rêve t'a plu. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo où je vais t'apprendre à utiliser la plateforme TradingView qui va te permettre finalement d'analyser et d'intervenir sur les marchés financiers.